Bonsoir. L'Office national de l'état civil et de l'identification n'est pas satisfait de ses agents. L'ONESI dénonce des agissements visant à troubler l'opération d'identification. Les détails en tout début d'émission. Comme tous les jeudis, nous passerons au décryptage juste après le Live Actu. André Bois, Alain Toussaint, Élisée Boulogbe nous ont rejoints pour revenir sur les événements qui ont marqué l'actualité cette semaine. Le retour de Gbagbo, les réactions après le dernier rapport du PASEC sur le système de sur notre système scolaire, les futurs législatives et les plaintes de certains candidats, la situation du mouvement GPS Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Soro. Toutes ces informations seront décortiquées pour vous par notre équipe d'experts, aux côtés desquels il y a la magnifique Edith Brou. Et pour finir, nous aurons la visite du président Alas Kobil, qui, une fois de plus, sera sur ce plateau pour une importante adresse à la nation. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est au Live Talk. Bienvenue. Oui, on est très heureux d'être en votre compagnie. C'est jeudi, c'est l'acte 4 de votre rendez-vous du talk nous concernant et nous sommes très heureux. Madame Bleu, je vais commencer les salutations par vous vu que j'ai annoncé les hommes et puis je me suis dit à un moment donné, il fallait que j'équilibre, question de genre. Eh ben, j'espère que ce n'est pas l'équilibrage Roro. Oh là là. Ça commence bien. Je l'ai bien cherché en plus, moi. Ça commence très bien. Tu m'as donné le flanc. Ouais, c'est ça. Vous l'avez récupéré. J'aurais utilisé une expression avec flanc pour voir, parce que j'ai de grands intellectuels sur le plateau. Oui. Donc, alors, messieurs, une expression avec flanc. Sur le flanc gauche, André Bois. Très bien. André Bois, une expression avec flanc. Mais moi, je ne mange pas que du flanc chez moi. Oh. Élisée. Moi, je vais faire simple sur le flanc droit, André Bois. Et puis, on connaît un flanc célèbre, Flamby. Ouais, Flamby. Mais surtout, Flamby, il a du succès auprès de ces dames. Ah oui, bien sûr. Vraiment, c'est étonnant. Flanqué de cette magnifique équipe qui flanche. Exactement. En tout cas, on est très heureux d'être en votre compagnie et puis on va tout de suite partir pour le Live Actu, ce qui fait l'essentiel de l'actualité ici et ailleurs. C'est maintenant. Très bien. On aborde la question de l'ONESI qui dénonce, donc je vous le disais en intro, des mouvements d'humeur d'agents visant, selon eux, à perturber l'opération d'identification. Voilà. J'entendais. Je l'ai perçu. Edith, allez-y. Je l'ai entendu. Oui. Tu veux t'exprimer? Vas-y. Non, vas-y. Ok, d'accord. Je pense que je vais être assez brève. On a donc un mouvement d'humeur, comme tu l'as dit, au niveau de l'ONESI. Et il s'agit d'agents qui réclament de leurs droits, pour ne citer que cela. Et il se trouve qu'au sein de la direction de l'ONESI, on considère que ce n'est pas normal de leur part, parce que ce sont des agents qui étaient en fin de contrat depuis octobre 2020. Donc on ne comprend pas pourquoi ce mouvement d'humeur tend à décrédibiliser un peu l'action de l'ONESI. Et pour rappeler un peu ce que demandent ou ce que dénoncent les agents en question, donc ils précisent en fait qu'ils sont des salariés de l'organisation et qu'ils n'ont pas perçu certains de leurs droits au sein de l'ONESI. Donc principalement, c'est ce qu'il faut retenir. Ils revendiquent leurs droits. Il semble que dans ce lot-là de manifestants, il y a aussi une partie qui était composée de contractuels, de MED, dont le contrat finissait et était arrivé à échéance. Oui, mais des intérimaires même, c'est-à-dire sans doute placés par une société tierce, voilà, qui est en contrat avec l'ONESI. Effectivement. Et ce que l'ONESI a aussi a répondu, en tout cas je vais le citer, c'est dans le but de rationaliser la gestion de leurs ressources humaines et financières au regard de l'expérience vécue dans le cadre du traitement du personnel en 2020. Donc l'ONESI a décidé pour l'opération 2021 d'externaliser tout le processus de recrutement du personnel temporaire et de leur traitement en accord avec le conseil de surveillance et la tutelle financière. Bon. Est-ce qu'il y a des négociations qui ont été lancées, qui sont en cours pour qu'on trouve une issue, j'ai envie de dire, favorable pour les différentes parties? En tout cas, la direction de l'ONESI a rassuré. Donc elle a rassuré qu'elle mettrait tout en œuvre pour apporter une réponse urgente aux doléances et aux plaintes qui lui ont été formulées
par les deux catégories que tu as citées d'ex-agents de l'ONESI, tout en précisant que cela se fera dans le strict respect de la législation du travail et en tenant compte des ressources disponibles pour le fonctionnement de l'organisation. Quand on parle de ressources disponibles, forcément, c'est certainement les ressources financières. Évidemment. Je veux dire, André Bois? Non, mais moi, sur ça, je veux dire que l'ONESI ou la direction générale actuelle doit juste comprendre que mettre dans un communiqué que les agents veulent perturber l'opération de trucs, mais enfin, excusez-moi du peu, mais c'est un peu ça le rôle des agents qui sont mécontents, quoi. C'est-à-dire se faire remarquer en débrayant, ben voilà. Et dans le communiqué, on entend ex-agent, tout et tout, donc c'est clair qu'aujourd'hui, il faut que l'ONESI explique clairement à l'opinion, et moi, il me semble que ce n'est pas très clair dans le document, quel est le véritable statut de ces derniers. Ils nous disent qu'ils sont des ex-agents, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne travaillent plus à l'ONESI, donc en quoi est-ce qu'ils peuvent du coup perturber une opération qui est en cours. Donc, je pense qu'il y a des non-dits dans. Est-ce que leurs droits ont été payés à la fin de leur contrat? Du coup, oui. Ils auraient le droit de venir réclamer. En fait, la justification est un peu maladroite parce que lorsque l'ONESI dit, donc je cite, tout en dénonçant de tels agissements visant à perturber l'opération d'identification actuelle, l'ONESI tient à préciser. Voilà, ce sont les faits. Tient à préciser qu'il s'agit en réalité de doléances d'agents en fin de contrat depuis le 30 octobre 2020. Bon, le fait de préciser que ce sont des agents en fin de contrat, mais les doléances, elles sont présentes. Mais les droits ont-ils été payés? Voilà, ont-ils été payés? Pourquoi ils ne sont pas satisfaits? Quel est le fond du problème réellement? Un certain épisode où il y avait des ex-militaires qui avaient été mobilisés, qui n'étaient plus, mais qui revendiquaient. Donc, à la limite, on était un peu dans un flou. Et là, j'imagine que, bon, ils ont des conseillers, puis disons, on te laisse intervenir là-dessus, ils ont des conseillers en communication. Bon, moi, le communiquer comme ça, pour nous faire comprendre qu'il y a une sorte de sabotage de l'opération, d'une catégorie d'Ivoiriens. Non, ils ne sont pas contents, ils veulent leur argent, et puis point. Mais oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien. Mais on est d'accord que cette action-là pourrait perturber. Ça c'est fait. Mais le fait de l'épingler, nécessaire dans le communiqué. C'était pas nécessaire de l'épingler comme. Vous avez l'impression qu'il y a une forme de jet en battu. Non, tentative de manipulation de l'opinion. Parce que le vrai problème, c'est qu'ils réclament leurs droits. Enfin, je veux dire, si moi, je suis enseignant, je suis instituteur, que je réclame mes droits en ne participant pas au cours, je veux dire que c'est pas, le ministre ne doit pas venir dire non, que moi j'ai pour ambition de saboter l'école. C'est pas ça la question. Non, le ministre ne dit pas saboter, il dit vous perturber le bon déroulement. Mais je suis syndiqué, quand je prends le cas d'enseignant, je suis syndiqué, j'ai le droit de. Mais il y a eu des moments, vous êtes d'accord, il y a eu des moments où les gens, quand ils manifestent. Oui, bien sûr, ils empêchent les autres de travailler, mais c'est pas le cas. En l'espèce, si ces agents étaient sous contrat et que les contrats ont expiré, si leurs droits n'ont pas été payés, il revient à cette institution de l'État de payer les droits de ces personnes-là. Est-ce que justement le seul recours, c'est la perturbation du processus? Moi, je donne juste un autre avis là-dessus, parce que manifestement, excusez-moi, je ne suis pas sûr que s'ils sont assis chez eux en train de lire leur bouquin, ils vont recevoir leur argent. Ils peuvent se réunir et aller peut-être que les voies de recours ont été utilisées, épuisées, et à un moment donné, lorsqu'on se retrouve le dos au mur et face à une falaise, le seul choix, c'est de gesticuler sur les côtés pour pouvoir trouver une solution. En même temps, vous dites le seul choix, mais c'est également le choix de la direction d'estimer dans sa communication, de choisir l'angle de la perturbation, qui n'est pas d'ailleurs, c'est pas quelque chose de... Et puis je pense que... C'est pour ça que nous jugeons que cette communication, nous on a le droit de juger cette communication. Moi j'estime pour ma part que ce à quoi on assiste interpelle sur plusieurs points. C'est ce que moi je pense. Dans un premier temps, est-ce que le régime juridique même de l'ONESI, c'est-à-dire que le décret de mise en œuvre de l'ONESI et tout ça, est-ce qu'il est connu par tout le monde dans un premier temps? Qu'est-ce qu'il dit? Je pense que ça aurait été intéressant pour la direction générale de revenir un peu dessus, pour qu'on sache par exemple que le recrutement se fait selon les missions et les attributions dévolues à l'institution. On ne sait pas. Là, on est vraiment en omerta là-dessus. Alors qu'il aurait été intéressant qu'on nous clarifie, on nous clarifie en fait le mode de recrutement et tout ça et la durée du contrat. Ça, on ne le sait pas. Et je pense que c'était une opportunité pour la direction générale peut-être de revenir clairement dessus. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de communiquer, mais les Ivoiriens ont besoin de savoir. Et c'est ce que je reproche très souvent à nos institutions. On fait des communiqués vraiment souvent lapidaires qui, bien au contraire même, au lieu de clarifier, viennent encore empiéter ou créer encore d'autres situations d'incompréhension. Et quand on parle de perturbation, la perturbation elle se manifeste comment? Quand on dit que les agents veulent perturber, ils se manifestent comment? Ils ne vont pas au travail, ils décident de ne pas partir. Mais s'ils décident de ne pas partir, ça ne devait pas poser de problème dans la mesure où la direction même a décidé d'externaliser
le fonctionnement de l'ONESI. Donc, s'ils ne vont pas au travail, on suppose qu'on prend une période, une période, je dirais, de latence ou une période creuse, le temps qu'on puisse finaliser le processus d'externalisation. Donc, ça ne va pas vraiment être un souci en tant que tel. Et ça nous interpelle dans la mesure où l'ONESI est une institution hyper importante. Là, nos cartes d'identité étaient annoncées depuis l'année dernière. Ça fait, je crois, 2 ou 3 reports du gouvernement sur la prorogation des cartes d'identité datant de 2009. Parce que on ne va pas encore accepter une prorogation après. Juste une petite parenthèse, c'est que dans le document, ils disent l'ensemble justement des CNI, donc la délivrance des CNI à l'ensemble des Ivoiriens concernés avant la date du 30 juin. Pourquoi 30 juin? Simplement parce que c'est la date d'expiration des anciennes CNI. Donc c'est ce qu'il dit. Sans doute encore que là, on est un peu perturbé. On va encore nous dire que les anciennes cartes... Mais ce communiqué même, il est un peu... Voilà, il fait l'amalgame. Vous dénoncez un problème social et vous parlez de votre agenda en termes de production des CNI et autres. Je pense qu'il faut faire un choix. Voilà. Il y a des agents qui manifestent. Si l'institution communique, il faut que sa communication porte uniquement sur l'objet. Voilà, c'est tout. L'objet de la manifestation. Le reste que les CNI soient produites au 30, ça fait... Voilà. En fait, c'est une forme Élysée l'a dit, ça fait... Voilà, de relations publiques un peu mal ficelées, lapidaires, comme tu l'as dit. De les jeter en pâture. De les jeter en pâture, finalement. On peut toujours avoir l'ONESI, la chaîne est ouverte pour les accueillir, mais là, nous, c'est le sentiment qu'on a. On ne peut pas faire un communiqué un peu fourre-tout où, au final, on accuse les gars de vouloir saboter. Alors qu'en fait, ils réclament aussi leurs droits, parce qu'ils ont le droit de faire. On doit sortir de la culture. Le terme utilisé, ce n'est pas saboter déjà, c'est perturber. Perturber, mais c'est la même chose. Après l'objectif. C'est pas la même connotation. Mais je pense qu'on doit sortir de la culture de secret dans ce genre de situation. Mais je n'ai pas d'accord avec l'utilisation du... Non, d'abord, je veux bien déjà qu'on revienne sur ces d'accord, c'est perturbé. Non, je suis d'accord. Mais déjà, le mot utilisé, c'était perturber. Perturbation, on est tout à fait d'accord là-dessus. Je suis d'avis. Pour moi, c'est un peu ça. Qu'il y ait perturbation ou pas, moi, le citoyen lambda, la gestion interne de l'ONESI m'importe peu. Ça ne m'intéresse pas du tout en tant que citoyen lambda. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand je suis engagé dans un processus où on m'a dit qu'en m'acquittant de ce qu'on me demande, je serai en droit de recevoir ma carte d'identité à une telle date, ce qui n'est d'ailleurs pas respecté pour la plupart de ceux qui ont souscrit ou qui se sont inscrits ou qui se sont fait enrôler il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, il est du ressort de l'institution de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour régler ce problème-là en interne, de telle sorte qu'on ne vienne pas à la date du 30 juin dire qu'on doit pouvoir reporter ou proroger parce qu'on estime qu'on n'a pas réalisé les choses dans les délais. C'est le problème. Scénario du Nigeria, évaluation Covid. Permettez-moi de rebondir là-dessus. Pourquoi j'insiste sur le mot saboter? Pour dire que quand l'administration de l'ONESI nous parle de perturber, ils se dédouanent d'une certaine façon. Donc, ils disent bien perturber, je le comprends. Mais en se dédouanant, parce que quand ils perturbent, une chose est sûre, comment on fait pour pas qu'ils perturbent? C'est qu'on met en place tout ce qu'il faut, on paye les droits des gens, on s'arrange pour que chacun soit... On paye les droits des gens, tout simplement. Oui, simplement. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, quand on sait qu'on n'a pas payé les droits, on ne vient pas parler de perturber pour essayer de nous distraire. L'idée, c'est de dire qu'ils n'ont rien à demander, ils viennent, ils veulent tout gâter. Non, enfin, ils ont dit perturber, mais attention, je m'apprête à le dire. Dans le communiqué, il est également dit que tout serait mis en œuvre pour pouvoir trouver un règlement, mais en précisant dans la limite du des ressources donc, disponibles. donc là si je suis ce que Brice est en train de dire, c'est l'ONESI. Oui, en répétant ce que l'ONESI dit, ça vient confirmer effectivement qu'il y a certainement un contentieux financier. Forcément. Parce que si on dit qu'on va régler ça dans les limites des ressources disponibles, ça veut dire que quelque part, on vient confirmer qu'il y a un souci ou du moins il y a un contentieux financier. Mais contentieux surtout, on épingle maintenant la tutelle. C'est-à-dire qu'on épingle l'État, parce qu'il y a l'ONESI, mais on épingle l'État pour dire, écoutez, si nous, on doit confectionner des cartes avec des gens, parce que c'est des opérations, comme il le rappelait, et que l'État ne nous met pas à disposition les finances, d'une certaine façon, sans de l'argent qu'on a. Que l'État ne leur a pas fourni les finances. Mais quand on dit en fonction des ressources disponibles... Non, mais sans doute que les ressources ont été utilisées à d'autres fins. Donc, on verra pas. Non, ça a été... non, mais à d'autres fins, c'est pas seulement du détourné, mais peut-être ça a été détourné. Ça peut être des investissements qui n'étaient pas prévus. Mais pourquoi on va dans l'interprétation? Il faut juste rester dans le fait qu'il y a une insuffisance de ressources. Oui, mais peu importe les raisons. La meilleure façon d'éviter les perturbations, d'éviter tout le boucan autour de l'ONESI, c'est de tenir la parole qu'on donne à des personnes qui viennent en mission auprès de cette institution. Si des travailleurs sont en fin de contrat, avant de les libérer, il faut payer leurs droits.
Voilà, on a beau faire 10 000 communiqués, ça ne changera pas le fond du problème. Exactement. Et le reste, les argumentaires et autres concernant la délivrance des CNI, pour moi, tous les superfétatoires. Ça ne sert absolument à rien. Est-ce que ces gens ont été lésés dans leurs droits? Est-ce que cette institution qui est financée par les impôts des Ivoiriens tient la parole qu'elle donne à des travailleurs qui viennent en mission auprès d'elle? Point final. Le reste, vraiment, c'est le bavardage. Et surtout qu'il s'agit de pères de famille, de mères de famille. Voilà. On est dans une situation toujours, comme je peux dire, sous Covid, on va dire, donc avec des difficultés financières. Bien il sûr. est difficile de pouvoir s'en sortir. Donc, quand on se retrouve avec des personnes qui ont travaillé et surtout qu'on pour est en une train de dire que ces prestation, personnes en fin de contrat, elles sont en train de se demander de quoi sera fait leur lendemain. Bien sûr. Quand et en qui plus, il n'y a pas demandent forcément juste de de solution. recevoir leur dû. C'est vrai que ça peut être Qu'on coincé. soit salarié ou pas, qu'on soit prestataire, salarié ou juste contractuel, on attend de recevoir son dû après le travail effectué. Mais Edith, là aussi, permettez-moi de... Avant le prochain point, avant le prochain, de vous arrêter un peu là-dessus, enfin, de rebondir sur ce que vous dites. L'ONESI, puisque Brice veut qu'on cite l'ONESI parle de doléances. Voici pourquoi on insiste. Il faut que les administrations communiquent clairement à l'opinion, aux journalistes. Qui sortent de la culture du secret. Parce que nous, on ne sait pas. Vous parlez de doléances, ils parlent de droit. Eux, ils se plaignent de leurs droits. Donc, à ce moment, la vérité est où? Il faut que nous, on puisse connaître le dossier. Vous allez nous accuser d'être sur un plateau et de dire n'importe quoi. Mais après, tout est dans le communiqué. Puisque vous êtes dans l'opacité. Mais tout est dans le communiqué, mais tout est aussi dans ce que disent ceux qui se plaignent. Bien sûr. Ah ben... Donc, quand je dis que tout est dans le communiqué... parce que quand on parle de doléances, alors que vous-même vous reconnaissez que vous devez il y a des obligations financiers dans les contentieux. Voilà, on doit évacuer un contentieux. Donc ça veut dire quelque part que vous-même vous reconnaissez, ou du moins vous vous prenez au mot, parce qu'on ne peut pas parler de doléances. Doléances, logiquement, c'est si vous voulez en fait. C'est une prière, c'est une demande. Quelqu'un qui demande, c'est une prière. Mais tu vois que c'est une doléance en même temps que tu reconnais que tu dois pouvoir faire face. Et quand tu dis qu'ils se sont pris au mot, dans le passage, ils disent, dans le but de rationaliser la gestion des ressources humaines et financières au regard de notre expérience vécue dans le cadre du traitement du personnel en 2020. Nous avons décidé, nous, au NESI, pour l'opération de cette année, donc de 2021, d'externaliser le processus. Quand une entreprise, une société dit qu'elle va externaliser, c'est qu'il y a des difficultés à un moment donné dans la gestion du traitement du personnel au niveau des ressources financières. Donc on préfère externaliser pour éviter d'avoir des problèmes de contentieux, de contrats ou ce genre de choses. Ou peut-être même pour échapper au paiement des charges sociales aussi. Patronales. Voilà, les droits de ces travailleurs. Non mais évidemment. Très bien. Il faut payer la CNPS. Le communiqué n'est pas très clair. De l'ONESI, notre plateau est ouvert. Vous avez certainement... C'est juste du décryptage. Voilà, c'est juste décryptage. On les a contactés ce matin pour les inviter et on espère qu'ils viendront face à la Côte d'Ivoire bientôt. Voilà, ok. On saura si c'est une doléance, c'est une revendication, si c'est du sabotage ou c'est une perturbation. On aura le dictionnaire à côté. Ou peut-être contentieux financier. Oui, on aura le dictionnaire. J'ai très très mal fait de commencer par un jeu de mots cette émission. Et je crois que je suis en train de payer le prix de ça. Sur ce, on va aborder un autre point, celui-là beaucoup plus cinématographique. C'est la cérémonie des Oscars 2021. Avec une bonne nouvelle, c'est La Nuit des Rois de Philippe Lacote qui est présélectionné. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle et puis surtout de savoir que voilà, c'est un Ivoirien, c'est vrai qu'il est franco-ivoirien mais sa mère est ivoirienne. Il est ivoirien. Il est ivoirien tout court parce que ça nous arrange. Ça nous arrange. Mais écoute, on n'a pas inventé la roue. Exactement. Donc la Côte d'Ivoire est sélectionnée, est présélectionnée pour la nuit des Oscars et pour le film La Nuit des Rois. Il y a un jeu de mots. Ah, tu me connais, de Philippe Lacote, et c'est une véritable fierté. On a une actrice, en tout cas une actrice qui a débuté, qui est un jeune espoir ici au local, qui s'appelle Laetitia Ki, qui est une artiste capillaire, qui fait des choses incroyables avec ses dreads, avec ses cheveux. Elle fait le tour du monde en ce moment. C'est une véritable consécration aussi pour elle, parce que c'est une fierté. Le monde entier la sollicite, surtout des créateurs qui l'ont sollicité dernièrement. Donc, La Nuit des Rois qui raconte une histoire insensée qui se déroule au sein de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, avec une certaine sorte de... La célèbre Maca. Maison d'arrêt de correction d'Abidjan, c'est pas tout le monde qui sait. Là, c'est un peu en style. La célèbre Maca. C'est un peu en style que je l'ai donné. D'autres auraient dit tristement célèbre. Ah, ben, peu importe, le célèbre est dedans. Mais Edith, je ne sais pas si on t'a coupé, mais moi, je voudrais... Peut-être d'aucuns pourraient s'étonner qu'on parle un peu de culture dans ce décryptage qui est vraiment très souvent politique, mais il est important qu'on dise, qu'on fasse comprendre justement à nos concitoyens et aussi à ceux qui nous dirigent qu'à travers la culture, on arrive à s'imposer
justement au plan international ou en tout cas à l'extérieur de nos frontières. Et ça, S'imposer c'est un bel exemple. Oui. Imposé pour dire, à faire parler de nous. Parce que là, ça va inciter d'autres à venir sans doute peut-être tourner en Côte d'Ivoire. Oui. On pourrait créer des plateformes de tournage parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie industrie. Et ce film, j'espère simplement que le ministère de la Culture et bien d'autres vont s'en saisir pour dire, bon, écoutez, comment on peut pousser encore le film afin qu'il soit projeté, on ne sait pas, créer des projections momentanées, en tout cas créer une vraie économie autour de ce film et que voilà, ce soit... Et ça, on en parle pour dire que, franchement, on est fiers de voir qu'il y a un film ivoirien qui est ne serait-ce que présélectionné dans la catégorie film international. Moi, j'ai eu l'occasion de recevoir Philippe Lacotte à la radio cette fois, mais qui expliquait effectivement qu'il avait il avait rencontré, comme tous les créateurs, comme tous les auteurs, comme tous les acteurs de la culture en Côte d'Ivoire, quelques difficultés, donc des soutiens, des financements dont il avait besoin. Je crois que c'est, comme vous le disiez André, une formidable occasion là d'interpeller les uns et les autres sur ce pan-là qui est souvent négligé, le pan de la culture comme étant un parent pauvre de la chaîne, alors que celui-là aujourd'hui peut apporter une plus-value donc dans la valorisation du label Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est par le cinéma, en tout cas la culture, mais surtout par le cinéma qu'on fait la propagande. Et le meilleur exemple de propagande au monde, en tout cas qui a réussi à vendre du rêve au monde entier et à imposer sa suprématie et sa souveraineté au monde, c'est l'Amérique. Le rêve américain est né de la propagande cinématographique depuis les années 20-30. Ouais, dans les westerns, ils nous ont fait toujours croire que c'était... Voilà. Les méchants, c'était les autres. Voilà, les films d'action, on a eu des Sylvester Stallone, des Bruce Willis, et ne peux en citer que d'autres. Donc on peut réussir avec le cinéma à vendre un pays, à faire de la propagande en griffe positive et à vendre du rêve aux autres nations. Moi, je voudrais vraiment saisir l'occasion de cette présélection-là. C'est très rare, mais en 30 secondes. Ça vous arrive pas en général, c'est André Bois que ça arrive. Mais pour une fois, ça va être... Je commence à être contaminé par André. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je voudrais vraiment féliciter Philippe Lacotte, franchement, avec ce film-là. Mais au-delà de Philippe Lacotte, je voudrais rendre un hommage à tous les acteurs du cinéma en Côte d'Ivoire. Contrairement à ce que beaucoup penseraient, la Côte d'Ivoire a une culture de cinéma. Et il y a de bons réalisateurs et il y a des talentueux acteurs. C'est une réalité. Et je pense qu'on ne met pas suffisamment cela en avant. Et il est du ressort de tous les Ivoiriens et surtout nos responsables, nos autorités, de vraiment prendre à bras le corps la culture cinématographique, mais l'industrie cinématographique, à bras le corps pour que vraiment on puisse mettre cela en avant. Vous dites, vous avez parlé de tout le monde, c'est important. Même nous, en tant que population, médias, même en tant que population, allez voir des films. Mais bien sûr, c'est ça que je parlais tout à l'heure, pour dire qu'il faut créer tous ces espaces-là. On peut créer au terrain d'Anono, on peut créer un cinéma mobile, pour que les gens le regardent, on peut aller à Boaké, à Korogo. Voilà. Mais juste un mot, quand même, bon, il a eu d'autres prix, mais juste un mot, c'est que profite de ce que dit Élisée pour évoquer justement tous ces petits métiers qu'il y a dans le cinéma, qui sont aujourd'hui, et qui n'ont pas de statut. Parce que imaginez qu'on parle des intermittents du spectacle, mais c'est un statut vraiment qui est très protecteur pour la création française. Et nous, aujourd'hui, il faut qu'on y pense. La Côte d'Ivoire est une grande nation de culture et que les acteurs de la culture n'aient pas de statut, on ne puisse pas les accompagner quand il n'y a pas de production. Et on a même vu que pendant la crise comme celle qu'on a connue pour la Covid, ce secteur-là a vraiment été durement touché. Profitez-vous-en pour ne mettre en place pas tout ça. de retraite. Voilà. Donc c'est un statut aussi qu'il faut leur donner également. Donc il faut penser à eux. Ouais. Jusqu'aux humoristes. À une certaine échelle. C'est normal. Arrête ton cinéma. C'est pas mal ça. J'arrête mon cinéma, ça c'est bien compris. Ça sera tout pour aujourd'hui concernant la FAQ. Nous serons nombreux à attendre notre et votre séance de décryptage hebdomadaire. Ça sera juste après une courte pause. Vient la chute du décryptage. J'avais bossé 15 minutes avant le démarrage de l'émission. Je ne savais pas que ça allait avoir cet effet. C'est l'heure du décryptage. J'ai le temps, en fait, à tous mes amis sur ce plateau-là. Et on va aborder un point important, le point concernant l'éducation nationale et ce fameux rapport PASSEC 2019 qui épingle donc le niveau des écoliers ivoiriens. Un rapport qui a déclenché une forme de levée de bouclier, une jetée de bois vert, une vraie polémique. Non, mais déjà, quand même, il faut juste dire que ce n'est pas un rapport uniquement sur l'école ivoirienne. Ça, c'est bon de le dire. Et puis, l'interprétation qui a été faite par les premiers qui ont publié cette information n'était pas
C'était peut-être un angle qu'ils ont choisi, mais ce n'était pas la teneur du rapport. C'est d'abord un rapport qui parle du niveau de l'éducation nationale. En Afrique? Non, enfin, d'un certain nombre de pays francophones. Les pays francophones. Donc la Confomène, une quinzaine de pays, la conférence des pays justement de la francophonie. J'en dirais, mais oui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la place de la Côte d'Ivoire dans ce rapport. Peu importe ce qui se passe ailleurs. Non, c'est pas le fait que ça se passe ailleurs. Ce que je veux dire d'abord, ça c'est peut-être après on va parler justement du contenu, mais je veux dire que le rapport en lui-même, c'est pas un rapport épinglant sur la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas épinglant sur la Côte d'Ivoire, mais c'est pas un rapport qui finit par dire l'éducation de la Côte d'Ivoire est à tel classement par rapport à ce qu'on a pu entendre. Non, non, le rapport ne dit pas ça. Mais évidemment, le rapport met en évidence les faiblesses de notre système. Ça, c'est clair. Ce que je voulais dire, c'est que ce rapport, en fait, il a été rendu public maintenant, mais il me semble qu'au premier trimestre 2020, il circulait déjà sous le manteau dans les milieux diplomatiques et politiques. Et il semble que des gouvernements d'Afrique francophone avaient même protesté auprès de ceux qui avaient mené ces investigations. Et jusqu'à présent, il était secret, en fait. Habituellement, il est rendu public, mais ils l'ont un peu retardé. Bon, peut-être qu'il n'était pas secret, il n'était pas public. En tout cas, j'ai cru comprendre qu'il y a, en mars dernier... Sinon, il était sur le site Internet. Oui, maintenant, en décembre. Mais depuis le mois de mars, il circulait déjà sur les mails, sur les mails des fonctionnaires de la Banque mondiale. Moi, j'ai quelqu'un qui est proche de la Banque mondiale qui m'en avait parlé. Et il semble qu'il y a un gouvernement d'Afrique de l'Ouest... peut-être une source qui avait déjà travaillé... Oui, exactement. Qui avait le rapport et qui indiquait que... Est-ce que c'était le rapport final? Oui, c'est ça. Votre source avait eu déjà des informations liées aux travaux que ce rapport venait sanctionner. Mais qui confirme, c'est bien pour ça que je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Voilà, ce que j'ai lu confirme bien ce qui m'avait été dit, qu'une large majorité de nos enfants ne savent même pas compter de 1 jusqu'à 10. Et beaucoup ne connaissent pas leur alphabet. Et lorsque j'ai découvert ce rapport maintenant dans son intégralité, je ne l'ai pas lu totalement, mais j'ai vu le résumé. Voilà, juste le résumé. Voilà la synthèse qui a confirmé déjà ces bribes d'informations dont je disposais. Évidemment, comme toute exploitation de rapport, en rapport avec, ou en comparaison avec, par exemple, Amnesty International, il y a toujours une forme d'interprétation. Chaque partie fait une interprétation. Oui, mais là, il n'y a rien à interpréter. Les chiffres sont là. Quand on vous dit que 82,8% des gamins en Côte d'Ivoire ne sont pas en mesure de lire aisément 20 lettres de l'alphabet, etc., ça pose quand même un problème. Il y a vous pas le voyez à moitié vide le verre, alors que non, moi, au niveau du ministère... Je ne vois pas le verre du tout. J'estime que c'est quand même... Ça dit qu'il y a moins d'un enfant sur 5 qui est en mesure de lire correctement les lettres de l'alphabet. Ça, c'est quand même inquiétant. On est d'accord. La question, ce n'est pas... Pour moi, c'est pas est-ce que le rapport épingle notre éducation? Parce qu'évidemment, pour moi, je pense que c'est la nature même de ce rapport. C'est ça. Ça dit que c'est un rapport qui est fait pour évaluer nos systèmes et justement nous aider à progresser. Donc si le rapport dit ça, je pense qu'en réalité, ce n'est pas un problème. Pour dire que le problème, c'est qu'effectivement, on a nos faiblesses et c'est connu. Mais est-ce que le ministère, lui, l'exploite? Et c'est ce que Brice essaie de relever. Lui va exploiter ce qu'a dit, par exemple, le rapport précédent et ce rapport-ci. C'est-à-dire en termes d'évolution. Ici, le rapport précédent disait qu'il y avait 90% qui ne savaient pas lire 20 lettres de l'alphabet, et qu'aujourd'hui il dit 82, lui il considère qu'il y a une progression. Donc vous voyez, après, on est d'accord qu'il y a des interprétations, mais globalement, moi ce que je veux qu'on retienne quand même, c'est que c'est un rapport qui est fait pour aider nos pays à identifier là où il faut qu'ils accentuent leurs efforts. Quand on finit de parler de la forme du rapport, de comment il a été produit, voilà, est-ce qu'on va revenir au fond? C'est ça. Aujourd'hui, est-on d'accord ou pas sur le fait que ce que dit ce rapport est poignant? Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que le système éducatif en Côte d'Ivoire a un problème. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Pas besoin de se leurrer. On n'a même pas besoin d'attendre que ce rapport-là sorte pour savoir qu'aujourd'hui, le système éducatif ivoirien, c'est vrai, même si on reconnaît que de 2011 ou 2010 ou avant ça, peut-être à maintenant, il y a eu quelques progrès. Mais on est tous unanimes à reconnaître que depuis, moi je dis même depuis depuis 30 ans, depuis 1990, voilà, jusqu'à maintenant, l'éducation a dégringolé en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le reconnaître aujourd'hui. Le niveau, mais à notre humble niveau ici où nous sommes, mais il est difficile même de tenir un discours cohérent avec des personnes qui sont censées être des diplômés à un certain niveau aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais qui ont le diplôme, qui ont le parchemin en main. Même pour écrire une phrase, souvent tu vas
tu vas enregistrer des énormités, des choses vraiment inconcevables en fait. Mais c'est une réalité, c'est la marque. Aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir et dire que le système éducatif en Côte d'Ivoire est parfait. Le dire, c'est faire de la démagogie et c'est être malhonnête. Il faut qu'on reconnaisse qu'aujourd'hui, notre système éducatif a des problèmes. Même s'il a fait quelques progrès, mais il a des problèmes. Et en le disant, on ne le dit pas juste pour accabler, mais on le dit pour qu'on puisse situer les responsabilités les uns et les autres et prendre conscience et puis voir comment apporter des solutions. Mais à propos de responsabilité, ce qu'on a noté, c'est que le ministère a épinglé celle des parents d'élèves du point de vue du suivi après les cours pour dire que les parents devraient, par exemple, continuer à aider les enfants après l'école. Donc, c'est ce qui est... Non, mais ça, c'est l'intervention du directeur de cabinet que tu as repris, mais tu as choisi un pan. Parce que je reconnais, moi j'ai écouté ce qu'il a dit. Il a dit effectivement, il a évoqué, il a dit que si on veut faire des comparaisons sur comment on a les différents rapports de 2009 à 2014, chaque 5 ans que le rapport sort, à maintenant, il y a eu un progrès. Il y a eu un progrès. Mais lui, il pense qu'aujourd'hui, la situation, il a reconnu la situation de l'école est vraiment critique, mais quelque part, il y a une responsabilité parentale. Il ne se dédonne pas entièrement, mais il dit quelque part qu'il y a une responsabilité parentale. Moi, je partage... Ça ressemble un tout petit peu à la démarche de l'ONESI. Non, on va y revenir. Moi, je partage son avis, mais je ne le dédouane pas et j'accuse aussi. Parce que c'est aussi facile de dire, par exemple, c'est juste les parents. L'éducation, là, c'est tout un ensemble, c'est un écosystème. C'est comme une chaîne, c'est un maillon. Quand un est défaillant, forcément, ça aura un impact quelque part. Ça, c'est sûr et c'est indéniable. Mais les premiers responsables de l'éducation en Côte d'Ivoire, en réalité, parce que l'éducation a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on fait à la maison, que les parents inculquent à leurs enfants, cette éducation-là. Mais il y a ce qu'on appelle le savoir. C'est-à-dire que le savoir intellectuel, le savoir écrit et lu et autres, tout ça, la connaissance, l'apprentissage, qui est du ressort du système éducatif. Et à ce niveau-là, on ne peut pas dire aujourd'hui, quand on a un tel rapport, dire que cette responsabilité-là émane des parents, c'est pas vrai. Non, ça c'est sûr que c'est pas uniquement les parents, on est d'accord là-dessus. La responsabilité du gouvernement est une responsabilité politique, mais j'allais dire de premier niveau. Quand il la responsabilité de l'État, de premier niveau, parce que c'est l'État qui, à un certain moment, forme non seulement les élèves, mais forme ceux qui sont censés former les élèves. Et donc, je veux dire, nos faiblesses partent aussi de là, parce qu'on a aussi des enseignants qui, j'en suis un, mais nos collègues, entre nous, on a besoin nous-mêmes de repartir en formation, de se recycler, et tout ça, le ministère et toute la corporation doit prendre conscience de cela. Il n'y a pas que les élèves. Et juste une chose qui doit changer, et je finis là-dessus, vous imaginez que certains de nos collègues enseignants sont dans des classes d'examen, par exemple, et on va dire aux élèves, c'est l'enseignant, les élèves ne lui ont rien demandé, ils sont au bac en train de composer, ils vont lui dire, bon, écoutez, c'est le moment de prendre vos trucs pour, si vous voulez, un peu tricher pour faire votre examen. Pourquoi un enseignant, on ne t'a rien demandé? C'est quoi l'histoire? Et sans oublier les autres enseignants qui prennent 1000 francs, 2000 francs à l'oral. Bon, c'est des choses, tout ça, c'est la faute, c'est une faute collective, mais quand même, les responsabilités ne sont pas les mêmes en fonction. Alors, justement, à propos de responsabilité ou à propos de ce qu'évoquait ce rapport-là, il y a la question des infrastructures. Pour dire qu'également, des infrastructures étaient présentées comme défectueuses, insuffisantes, des classes qui étaient remplies d'élèves. Il y a des classes, moi, ma petite sœur, pour vous dire, elle enseigne au nord de la Côte d'Ivoire, mais elle parle toujours des difficultés des classes qui n'ont pas de fenêtres. Le matin, vous vous retrouvez avec trois chats dans la classe. Oui, une fois, elle a trouvé 3 chats dans sa classe parce que les portes n'étaient pas fermées. Et là encore, je passe sous silence d'autres difficultés qu'elle rencontre. Pour dire qu'il y a un vrai problème, il y a un vrai niveau de responsabilité dans ce premier temps au niveau de l'État. Et ensuite, les parents qui ont été évoqués. Quand on sait aujourd'hui que les élèves eux-mêmes arrivent à s'offrir des congés, à revendiquer même des congés, c'est global. Tout part de là, parce que si l'enseignant que vous connaissez a toujours été très lâche dans sa rigueur, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Donc, les élèves le ressentent et ils en profitent aussi. Et je pense qu'il y a tout ça. C'est à l'image de la société qui se délite aussi. Ouais. En dehors des élèves, des enseignants et autres, il y a beaucoup de personnes, des fonctionnaires qui ne respectent pas le serment qu'ils ont donné. C'est ça. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'éducation, il est vrai que l'État n'a pas forcément les ressources nécessaires pour équiper comme il se devrait les établissements.
Quand on a 65 élèves par classe, comment voulez-vous qu'un enseignant puisse prendre en charge 65 élèves? On notait que le budget de l'éducation nationale avait été réduit, d'ailleurs, pour ce... Oui, bon, là, on est autour de 1100 milliards de francs CFA, je crois, pour le nouveau... Pour 2021. Voilà, pour 2021. C'est déjà pas mal. Oui. Mais il faudrait peut-être redéfinir les priorités. Voilà. Et puis, tout à l'heure, André parlait de la formation des maîtres et autres. Avant, on recrutait avec le bac. Il semble qu'aujourd'hui, même avec le BPC, oui, on peut aller enseigner. C'est quand même pas forcément la meilleure option. Donc, je pense qu'il faut vraiment remettre les choses à plat et savoir exactement le type d'éducation que nous voulons inculquer à nos enfants. Moi, je pense aussi que c'est le résultat, hein, comme, pour peut-être emprunter le mot à Alain, comme le disait Alain, c'est le résultat un peu aussi du fonctionnement même de notre société. Parce que, comme on le dit, ça fait 30 ans déjà que nous sommes dans un système, dans cette spirale-là de dégringolade de l'éducation. Bon, vous imaginez aujourd'hui, les 80 à 90% de ceux qui sont enseignants sont des gens, il y a 30 ans, qui étaient sur des bancs. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, déjà, avaient commencé à subir la souffrance même du système éducatif. Donc, quelqu'un qui a déjà commencé à subir la souffrance du système éducatif, qu'est-ce qu'il vient enseigner après, quand il devient enseignant? Parce que lui-même ne dispose pas de suffisamment de bagages. Nous, moi, j'ai eu l'opportunité dans ma vie d'avoir des stagiaires, mais je vous assure, des stagiaires qui étaient en fin de formation, qui venaient juste valider un diplôme, mais je vous assure qu'ils ne savaient même pas les notions de l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ni être. Ça, c'est une leçon de CE1. Je vous dis, quelqu'un qui est en train de valider son stage de fin de formation, c'est-à-dire qu'il va en entreprise. Mais vous voyez, et ça, c'est un problème qui est récurrent. Parce que quoi? Parce que la société, depuis ces années-là, est allée en déliquescence. Aujourd'hui, tout le monde est porté par la volonté de se faire une manne financière. De se faire de l'argent rapidement. S'enrichir. Parce que moi, je sais que pour nos parents ou bien pour nous-mêmes qui étions un peu reculés, mais tu vois, il y a des choses que tu ne pouvais même pas entendre un enseignant te dire. C'est pas possible. Bon, prenez vos cahiers, commencez à feuilleter, mais donnez-moi 2000, 2003. C'est des choses que tu ne pouvais jamais l'imaginer dans ton entendement, c'est impossible. Mais aujourd'hui, tout le monde est porté sur le volet cupidité. En fait, avant, il y avait une véritable vocation au niveau des enseignants. Aujourd'hui, nous sommes dans les conséquences de cette dégringolade. Vous parlez de la société tout entière, c'est pas seulement dans le domaine de l'éducation, souvent même dans la médecine. C'est toute la société. C'est pour ça que sans doute que, bon, j'allais dire, est-ce que je dois dire c'est dommage? Non, j'allais dire, quand on en arrive à accuser toute la société, ça montre que ce n'est pas que l'éducation nationale, donc que le personnel de l'éducation nationale et tous ceux qui sont dans ce domaine ne pensent pas que nous en avons contre l'éducation nationale. C'est le reflet de la société. Aujourd'hui, j'ai évoqué la responsabilité politique, c'est-à-dire que c'est le politique qui nous imprègne notre modèle de société. Quel modèle de société un homme politique vient nous inculquer ou veut imprégner justement à la Côte d'Ivoire? Il se met sur son pipi, il dit, bon, moi, dans 5 ans, je veux que la société soit... Voici telle image que je veux que la société ait. Et donc ça manque. C'est pour ça que l'éducation nationale aussi paye le prix de ce, on va dire, de ce flou artistique qui est entretenu par l'ensemble des politiques. Et c'est ça le problème. On se voile la face. Parce qu'on a passé beaucoup de temps à se bagarrer donc, au niveau politique sur d'autres questions. On a toujours dénoncé ça ici, en laissant de côté les vraies questions. Et vous ne verrez pas, en tout cas pendant ce qu'on a vécu, les élections, tous ceux qui sont passés, venir et dire « je veux parler uniquement du problème de l'éducation nationale ». C'était toujours des problèmes de personnes auxquelles on a assisté sur ce plateau, de candidature, de CEI, mais pas le problème de l'éducation nationale qui est en déliquescence. Donc le problème ici, c'est de savoir que nos enfants copient. C'est ça. Ils copient ce qu'ils voient dans la société. Ils se disent forcément que tout ce que je vais apprendre, et surtout moi aussi, je mets en responsabilité le système d'apprentissage qui est vieux, à mon avis, qui doit être repensé, surtout à l'ère des nouvelles technologies, où on bourre les enfants de programmes qui finalement ne vont pas tous leur servir. On ne forme pas forcément par compétence dès la 3e, alors qu'on sait qu'on est dans un monde qui évolue vite et où il y a des métiers qui vont forcément disparaître. Et lorsque le jeune qui est encore au lycée voit son grand frère qui est en train de chômer, qui est à la cabine et qui a un master en géographie et qui finalement n'arrive pas à trouver du travail, mais comment vous voulez le motiver, sachant que son professeur lui-même lui demande 2000 francs pour acheter de la nourriture. On est d'accord qu'il y a un vrai besoin de réforme, un vrai besoin de réflexion autour de la question de l'éducation nationale. Voilà. Bon, on va aborder un autre point, celui-là politique, vous conviendrez avec moi. On aborde le retour du président Gbagbo. Alors le FPI, lui, presse le gouvernement. Il avait été annoncé en décembre, fin décembre, vous vous en souvenez. Et puis, toujours pas de retour du président Gbagbo. Pourquoi ?
Celui qui peut y répondre, peut y répondre. Oui, sans doute que... pourquoi? Nous, on ne peut faire que des interprétations, essayer de regarder que, sans doute que d'un côté, pour le pouvoir, je pense... Je crois qu'il y a besoin d'organisation, de son retour. Je finis là-dessus. Oui. Au-delà de l'organisation, il y a d'abord des calendriers. Chacun a son agenda. Et je pense que la personne du président Gbagbo est un enjeu aussi lié aux élections. Comment on contrôle le pouvoir? Parce que, voilà, quand le chef est là, je veux dire que ça, il y a une vraie recomposition aussi au niveau donc au niveau même des différents partis, parce que la présence de Gbagbo, c'est pas la même chose pour la mobilisation des militants qui se réclament de lui. Or, quand il n'est pas là, ils vont sans doute se motiver moins, et en plus, ils sont fractionnés, parce que d'un côté on a AFI, de l'autre on a EDS, donc je pense que pour le parti au pouvoir, il y a aussi un enjeu stratégique. Il y a aussi un enjeu stratégique. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense que du côté du FPI, enfin toutes tendances confondues sans doute, ils l'ont compris. Donc il y a certains qui souhaitent que le président Gbagbo, je pense que c'est ce que Assoadou fait là, moi, mon interprétation, ils souhaitent qu'il vienne pour, évidemment, les aider à gagner plus de postes. Mais là où c'est utopiste, c'est que nous sommes à moins d'un mois du scrutin et vous lancez cette stratégie. Donc, que vous dire, sinon que je ne sais pas si ce communiqué-là est sorti à point nommé, je ne sais pas. Je ne sais pas, il ne faut pas me le demander à moi, mais bon, je vais juste... Vous êtes bien informé des rapports de la Banque mondiale du PASEC 6 mois avant leur publication. Non, 9 mois avant. On sait que là, quand même, vous avez quelques infos pour nous. Non, j'ai juste observé le communiqué. Je pense qu'il y a une impatience, sans doute, des militants du FPI à voir le président Gbagbo de retour en Côte d'Ivoire. Maintenant, comme l'a indiqué André, ce n'est pas tous les jours que nous sommes d'accord sur ce plateau. Il y a un agenda, il y a un timing. Sans doute que la question de son retour effectif se posera après l'élection, enfin après les législatives. Vous pensez que c'est une question de stratégie ou d'organisation? Moi, je pense que c'est juste de bonne guerre, en fait. Je m'explique. C'est naturel que le FPI est dans une logique en fait, de mettre un peu la pression sur le gouvernement. C'est normal. Sinon, effectivement, le gouvernement n'est pas du tout opposé au retour de Gbagbo. Et ça, le Premier ministre l'a dit. Il ne faut pas qu'il arrive au moment où le veut. Non, je viens. Le Premier ministre l'a déjà répété. Même il a même dit que le chef de l'État n'était pas opposé à ça. Et il y a eu des démarches qui ont été entreprises ou des rencontres même qui ont été organisées. Il y a eu des audiences où le Premier ministre a rencontré même Assoadou et toute la délégation pour préparer tout ça. Donc, toujours est-il que déjà le principe de son retour, je pense, de part et d'autre est déjà acquis. Voilà, ça, le principe est déjà acquis. Maintenant, c'est les modalités organisationnelles. Parce que ne perdons pas de vue aussi qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se sont déroulées derrière. D'ici là. On ne balaye pas tout ça juste en 4-5 mois. C'est vrai que pour des militants, on est dans l'euphorie. Déjà, quelqu'un est libéré, il faut qu'il vienne et tout ça. Mais c'est tout un processus. Moi, à mon avis, je pense. Et je crois qu'en faisant ce communiqué, c'est stratégique pour l'opposition, notamment les pro-Gbagbo, de mettre un peu de pression sur le gouvernement pour leur dire que on veut avancer. On veut avancer. Voilà. Vous avez dit que vous voulez qu'il revienne. Bon, montrez-nous que vous avez vraiment envie qu'il revienne. C'est juste un peu ça. Il a reçu ses passeports, donc on attend. Alors moi, je voulais juste faire une observation qui n'est pas forcément liée au retour du président Gbagbo, de dire que quand on lit des communiqués de partis politiques, c'est toujours en rapport avec des intérêts personnels. On a la situation de nos agriculteurs qui ont des milliers de tonnes de cacao en rade. Aucun communiqué de parti politique pour demander au gouvernement ce qu'il compte faire. Qu'est-ce qu'on fait là? On a un rapport, une déclaration du patron de la DGSE, donc les services secrets français, qui parle des menaces djihadistes qui viseraient la Côte d'Ivoire. Aucun parti politique ne fait de déclaration à ce sujet. Mais quand il s'agit de défendre des intérêts personnels, c'est là alors qu'on produit des communiqués. Et cela me ramène aux accords entre gouvernement et opposition. C'est toujours axé sur des préoccupations personnelles. Exactement. Voilà. Donc, à un moment donné aussi, je veux dire, moi, quand je vois ça, je souris parce que si le gouvernement a pris l'engagement d'organiser ou d'arranger le retour du président Gbagbo en lui délivrant 2 passeports, l'un diplomatique et l'autre ordinaire, ce n'est sans doute pas pour qu'il aille se balader en Sibérie. Voilà. Je pense que le président Gbagbo reviendra bientôt au soleil, mais il y a un agenda, il faut être lucide et attendre aussi que les choses se fassent en temps et en heure. C'est tout. Voilà. Mais il ne faut pas que les politiciens, parce qu'on est en temps de campagne, oublient aussi les préoccupations des Ivoiriens. Quand des paysans se plaignent de leur situation, personne ne produit de communiqué pour alerter l'opinion. Sur ça, dit bien Alain, tout ça, il va falloir aussi faire un PASEC
des hommes politiques. Oui, mais je pense qu'il va falloir évaluer leur façon de... Oui, parce que... Entièrement d'accord, Moi, je vous dis, imaginez que... bon, prenons l'Amérique. Ils ont les grandes oreilles dans le monde. Qu'ils disent aux Français, publiquement, le chef de la CIA, ou, je sais pas, du FBI, disent aux Français que, voilà, on vient d'apprendre qu'il y a des menaces sur les Français. Mais vous imaginez l'opposition à l'Assemblée nationale ou dans une conférence mondiale, Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va interroger, effectivement, mais aucun opposant n'en parle, ils sont tranquilles. C'est vrai, c'est respectable le fait de vouloir que le président Gbagbo vienne. Mais le président Gbagbo, c'est un politique. Il sait que si vous êtes en train de lutter pour le peuple, ça ne va pas lui déplaire. Vraiment. Donc au moins, commencez ce combat-là et puis mettez-le en parallèle avec la volonté de le voir revenir. Mais on ne parle pas de tout ça. Tout ce qui nous intéresse, c'est autre chose. Comment on va utiliser le nom du président Gbagbo pour gagner les élections? Enfin, on verra bien. Bon, justement, parler d'élections, il faut aborder ce point-là. Les législatives 2021, il y a des retraits, des dénonciations de prétendants. Le ministre Amédée Kouakou, accusé de pratiques déloyales à niveau, de basses manœuvres dénoncées par les partisans du candidat indépendant Ouattara Abdoul Karim à Bouna. Le retrait de Kwa Frédéric au profit d'Albert Mabritouakeus à Zouaouigné. Le retrait de Ouacha Kedjebo au profit du candidat RHDP à Saouré, à Diabo, des candidats de l'opposition, parleraient-ils de la même voix? Enfin, se poser des questions quand même. Et moi, en tant que... Je vais dire... Le passé, il est important. Ouais. Comment est-ce que tu es un observateur de la scène politique nationale? Que tu es juste un Ivoirien lambda et que tu es tellement fatigué d'entendre ce jeu d'échecs entre telle personne, de problèmes entre personnes, de postes, de partage et tout, et que ce que tu as dit, c'est pertinent et c'est excellent. C'est-à-dire que lorsqu'on a des problèmes qui concernent la nation, ces partis ne prennent pas position, ne font pas de déclaration officielle. Ne mènent pas de vraies actions. Ne mènent pas de vraies actions pour interroger de façon publique un ministre au sein de l'Assemblée nationale, ce genre de choses. Mais on se retrouve à la fonction d'un parti politique, vous me direz, c'est la conquête du pouvoir. C'est la conquête du pouvoir. Et les populations n'en parlent pas. Ça, une fois qu'on l'a dit, pour revenir un peu quand même très rapidement sur la question de Brice et puis bon, toute cette litanie donc d'informations et de comportements sans doute avérés ou pas, moi je voulais quand même aussi souligner le fait que certains acteurs politiques arrêtent aussi de nous distraire. C'est-à-dire que je lis des papiers, on accuse l'autre qui fait une conférence de presse qui dit qu'il accuse Amédée Kouakou de vouloir faire un passage en force. Franchement, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je dis qu'on a manifestement là, peut-être je vais rejoindre peut-être Alain, je ne sais pas, mais on a une commission électorale indépendante qui organise les élections. Expliquez-moi comment on dit qu'un autre candidat passe en force. Ça veut dire qu'on met dans la tête des gens, des électeurs, on prépare la violence avec ce genre de choses. Il faut arrêter. C'est les élections, tout le monde va sur le terrain, il essaie de mobiliser comme il peut, etc. Je lisais même sur une page Facebook, non, il y a le ministre Amédée Kouakou qui est en train de faire un recensement. Mais écoutez, la politique, c'est quand même essayer de savoir où sont ses militants. Oui, donc arrêtez de voir tout d'un point de vue violence. Les gens sont obligés d'avoir des stratégies. Il peut mobiliser. Mais bon, on est d'accord que certaines stratégies peuvent ne pas être bonnes. Mais on a une commission électorale. Voilà, vous adressez à la CEI, tout simplement. Mais au-delà même de la commission électorale, on suppose que ce que dénonce ce candidat, je suppose que ça doit être un candidat, ce que dénonce ce candidat, ce sont des faits très graves. Donc, ils doivent être portés logiquement devant les autorités compétentes. Oui. Est-ce qu'il a fait cette démarche avant de venir faire une conférence de presse? Parce que je dis toujours, on est responsable de ce qu'on dit, mais tu n'es pas responsable de ce que les autres entendent. Comment ils comprennent? Tu finis de donner un tel message. Tu ne sais même pas si celui qui est au village, là, qui a entendu ce message-là, lui, s'est déjà apprêté parce qu'on lui a déjà dit même que toi, tu n'es pas candidat ou bien que tu ne vas pas gagner. Il est déjà prêt pour les violences. Donc, quelque part, il faut qu'on ait un discours responsable. Mais ce que je note aussi pour corroborer un peu ce qu'Alain a dit qui était vraiment fondamental pour moi, il est important aujourd'hui que les Ivoiriens eux-mêmes arrivent à juger leurs hommes politiques. Vous voyez, on va aux législatives et il y a des listes qui ont été dressées. Mais est-ce que vous savez qu'on est en réalité en dehors de la loi? La loi n'a même pas été respectée, la loi électorale. Bien sûr. Sur comment on appelle ça? Sur le genre. On l'a dit ici. Moi, je suis, mais bon, là, le président de la CEI a essayé d'expliquer qu'on n'était pas forcément en dehors. C'est ce que je dis toujours. Non, moi, je vais juste dire aux hommes politiques d'être assez responsables et de savoir qu'au-delà de leurs intérêts, il faut qu'on mette en avant l'intérêt du peuple. Très bien.
peux vous promettre que les débats se poursuivent hein, sur le plateau et chez vous à la maison. Mais il est temps pour nous, comme tous les jeudis, de recevoir notre président pour son adresse importante, comme tous les jeudis, à la Nation. Monsieur le Président, c'est à vous. Zomana Bakayoko, Wemuna Bakayoko, As le Cerdois, pardon, mix bien mon son. Émergence, doyo, doyo, émergence, doyo, doyo, émergence, doyo, doyo. C'est bon, continuez le refrain. Je suis Alas Kobil, votre président. Après la Yorogang et la Morigang. Merci, merci. Ça va. C'est un grand bonheur pour moi de vous retrouver à nouveau, bien évidemment, ce soir. Alors, Monsieur le Président, je viens même à peine d'arriver à Abidjan. Ah bon hein. Bien sûr. Bonne arrivée, Monsieur le Président. Merci. Papa Alas Kobil, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Papa Alas Kobil, pardonne-moi. Aujourd'hui, donne-moi mon pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à Anselmo qui nous a doublés. Mais enfin, ce n'est pas mon discours. Oui, je n'ai pas compris, Monsieur le Président. Mais c'est le protocole. Ramenez mon discours. Vous l'avez confondu, bien évidemment, bien sûr, à un courrier d'un certain Marcel. Enfin, je vais régler ce cas après. Ah oui, d'accord. À présent, mon discours et toutes mes excuses, mesdames et messieurs. Et bien évidemment, c'est un grand bonheur pour moi d'être sur ce plateau. Et cela aura permis d'ailleurs à nos concitoyens de savoir que le président Alas Kobil que je suis lit tous les discours et tous les courriers qui me sont adressés, bien évidemment, par mes concitoyens. Et donc, avec votre permission, à présent, mon discours. Allez-y, Monsieur le Président. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, je voudrais tout d'abord présenter mes sincères condoléances à tout le peuple ivoirien après l'annonce des décès soudains, brusques et inattendus des présidents Tia Kone et Laurent Donafologo. C'étaient des grands serviteurs de l'État. L'un toujours à l'ombre et l'autre toujours du côté du soleil. Une parfaite connaissance de la météo politique. Il avait notre Laurent. Bref, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est une grande tristesse. Et c'est bien évidemment avec une grande émotion que j'ai appris ces décès de ces aînés, bien évidemment, qui me prodiguaient de sages conseils. Et donc, encore plus à ce moment où j'aborde mon tout premier mandat, mon premier mandat de la Troisième République. Vraiment, quelle tristesse. Paix à leur âme. Mes chers compatriotes, la vie est précieuse et sacrée. C'est d'ailleurs le lieu d'attirer l'attention de mes concitoyens quant au respect strict des gestes barrières. À ce propos, je voudrais bien évidemment dire que si les Ivoiriens continuent de mépriser et d'ignorer les gestes et les mesures de prévention, je serai obligé de prendre le décret suivant. Tout Ivoirien saisi par les forces de l'ordre sans son masque sera directement intégré dans les fichiers de l'ONECI comme étant un individu en voie de disparition. Ce n'est pas à discuter d'ailleurs. Bien évidemment, parlant de disparition, j'informe officiellement l'opinion, solennellement même, toute la nation, que tous les ministres qui sont candidats aux législatives, qui se feront battre dans leur localité, bien évidemment, seront directement radiés des fichiers des adorateurs, des fichiers, bien évidemment, des travailleurs. Et en plus de cela, ces candidats battus, ces ministres battus, iront rejoindre, compléter d'ailleurs les 2% de taux de chômeurs que nous avons ici en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, toujours à 2%. Et depuis Limoges, de toute façon, je vais les limoger. Je ne veux même pas en dire plus. Bref, mes chers compatriotes, chers Brice, madame, messieurs, j'aurais aimé passer encore plus de temps avec vous en ce soir. Mais malheureusement, comme vous le savez, je suis présentement en séjour quelque part, et je préfère taire le nom, et donc je dois maintenant y retourner. Pour ne pas faire comme certains d'ailleurs, pour ne pas faire comme certains qui disent dès que j'ai mon passeport, je rentre. Pourtant, ça fait aujourd'hui 2 mois qu'ils ont leur passeport et ils sont en train de vivre la vie de Loga
quelque part à Zakwa. Non, mais Monsieur le Président, je ne peux pas. Non, Monsieur le Président, Oui, ils ne vivent bien pas leur évidemment. vie de loup. Il faut que je me démarque quand même. Il ne faut pas en parler. Alors, Monsieur le Président, justement, je n'ai pas compris, et je pense que, comme moi, certains Ivoiriens n'ont pas compris le rapport entre les gestes barrières et les cartes d'identité. On ne comprend pas. Mais mon cher Brice, je me pose moi-même la question. Pourquoi attribuer une identité à un individu qui ne veut pas vivre longtemps, qui ne porte pas son masque? Donc pourquoi lui attribuer une carte d'identité, puisqu'il refuse de vivre longtemps? Et donc je crois qu'en faisant cela, nous aurons résolu 2 problématiques. Tout d'abord, nous gagnerons en temps. Et ensuite, l'État de Côte d'Ivoire économisera 5 000 francs. Ouais, mais Monsieur Et le en Président, plus de cela, pour ne pas vous interrompre, je voudrais vous dire que ça doit être clair. Celui qui ne porte pas son masque n'aura pas sa carte d'identité. Et ça, je serai très ferme sur cette question. ouais, mais Monsieur le Président, on se souvient également qu'un sage avait dit on s'en fout de Corona. Oui, pardon? Bon. Bien évidemment, je constate qu'il y a un autre qui vient de perdre son poste. Non, mais Monsieur oui. le Président, je citais seulement. Comme un autre sage le disait aussi, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ne me reposez plus Je vais même jamais déposer cela. l'affiche. Voilà. Monsieur le Président, ça a été un vrai bonheur de vous recevoir Bien ce soir sûr, sur notre voilà. plateau. On sait que vous êtes très très occupé. Bien Vous avez pris le évidemment. temps de venir sur notre plateau. Bon courage pour votre premier mandat. Bon, enfin, on comprend. Merci Monsieur le Président. Merci, merci. Voilà. Bon, ben, on remercie le président Lascopil, hein, qui certainement jeudi prochain sera encore sur ce plateau-là. Bravo, bravo. Alain Toussaint, Élisée Boulbeux, André Bois, Edith Roubleu, merci pour ce moment de décryptage-là. À toutes les équipes techniques, éditoriales qui se joignent à moi, on dit également merci. On vous souhaitera une excellente fin de programme sur la STV. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.